fort à faire pour contrarier ces mouvements. Et c'est un peu le rôle de la fondation de l'islam de France que le gouvernement français m'a demandé de présider, que d'essayer de rompre ces enchaînements mortifères, de faire en sorte qu'il y ait des processus de désescalade, qu'on n'aille pas dans le sens de la surenchère, mais au contraire de la baisse des tensions. C'est difficile d'y parvenir, mais il faut d'abord faire quelques observations. D'abord, le terrorisme qui se dit djihadiste touche d'abord les peuples musulmans. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, l'Algérie, même l'Égypte, la Turquie. Le tribut payé par les peuples musulmans est considérable. Ce terrorisme djihadiste concerne aussi les autres pays, les États-Unis, Twin Towers, l'Europe, Paris, Nice, Berlin. Mais auparavant, il y avait eu Madrid, Londres, l'Inde, Bombay, la Chine. Il y a eu aussi des attentats caractère islamiste. C'est dire que c'est un problème très grave et auquel il faut apporter des solutions. Ces racines, elles sont celles que j'ai rappelées tout à l'heure, les injustices, les discriminations, l'histoire, le ressentiment, mais aussi ce qui y répond, c'est-à-dire la peur dans certains de nos quartiers. Évidemment, de vieilles dames qui vont faire leur commission ont peur de tous ces jeunes qui trafiquent le hash, le cannabis, etc., et qui leur apparaissent comme une menace. Donc ces populations vont émigrer, aller habiter ailleurs, dans des périphéries urbaines plus lointaines. Et la voie est ouverte à des escalades qu'il faut enrayer. Donc la réponse doit être globale, et j'ai évoqué cette forme d'extrémisme, mais il faut être juste, il y a aussi un extrémisme occidentaliste qui s'est traduit dans la politique, par exemple, de M. Bush avec les guerres du Golfe, qui s'est traduit malheureusement avec la politique franco-britannique en Libye, qui a donné lieu aussi à des illusions avec les printemps arabes qui ont débouché sur des résultats qui n'étaient certainement pas souhaités, en tout cas pas souhaitables, faute qu'il y ait eu un travail préalable d'éducation, car il n'y a pas de démocratie sans citoyens. Et on ne peut pas faire la démocratie uniquement avec des élections. Il faut qu'il y ait un travail d'incubation culturelle préalable. La démocratie implique aussi le civisme. Et c'est vrai en Occident comme en Orient. Nous avons de plus en plus le même problème. Donc il y a cette concurrence des extrémismes et il faut qu'un langage de raison puisse s'imposer pour enrayer ces processus. Comment le faire ? Eh bien, je dirais que la réponse, elle est certainement d'abord politique. Il faut aller dans le sens de l'égalité et de la justice sur le plan des sociétés, lutter contre les discriminations. Sur le plan international, il y a le problème israélo-palestinien qui n'est pas résolu depuis 50 ans et qui pèse négativement. Il y a des guerres comme celles qui sévissent en Syrie ou en Irak qu'il faudrait terminer en faisant en sorte que la Syrie comme l'Irak aient des régimes politiques qui soient vivables par leur population, plus représentatifs en Syrie, ou par exemple un Irak fédéral qui permettrait aux sunnites de l'ouest irakien d'avoir leur autonomie, comme les Kurdes, et qui permettrait une juste répartition des bénéfices du pétrole. Il faudrait surtout que, intellectuellement, nous soyons capables de bien distinguer l'islamisme radical, c'est-à-dire que ce que j'ai appelé
le terrorisme djihadiste, de l'islam. C'est une distinction essentielle et qu'il faut faire. Et croyez-moi, je passe beaucoup de temps à répéter que si on veut reprendre à notre compte et au compte, si on veut identifier l'islam à la version qu'en donnent les extrémistes, c'est-à-dire en faire une religion intolérante et violente, eh bien on fait le jeu des extrémistes. Il faut soigneusement distinguer l'islam qui majoritairement est un islam traditionnel qui s'adapte à la diversité du monde. Je rappelle que l'islam a embrassé une partie très importante de la surface émergée des terres. Il y a 1,7 milliard ou 800 millions de musulmans. Donc il y a eu 3 califats musulmans, il y a eu 3 empires, l'empire ottoman, l'empire perse, l'empire moghol et beaucoup d'autres formes d'organisation. Il y a diverses nations dans le monde de l'islam et qui ne sont pas réductibles les unes aux autres. L'Algérie n'est pas le Maroc, elle n'est pas non plus l'Arabie saoudite, elle n'est pas l'Indonésie. Donc cet islam traditionnel est un islam qui a su s'adapter à la diversité du monde. Un écrivain d'origine libanaise, Souleymane Mourad, qui est professeur aux États-Unis, a su montrer que l'islam sunnite différait très profondément de la version wahhabite, en ce sens qu'il acceptait le compromis, la nuance, et par conséquent, il faut distinguer entre l'islam en général et sa variante extrémiste qui est née de cette volonté d'un retour aux origines, un retour aux origines qui ne peut qu'être fantasmé parce que personne ne peut dire exactement comment on vivait au 7e siècle au fond de l'Arabie. Et l'idée qu'il faudrait vivre partout dans le monde musulman comme on vivait au 7e siècle en Arabie est une idée qui, évidemment, n'est pas très réaliste. Et je crois que c'est un débat qui concerne, bien sûr, au premier chef les musulmans, mais c'est un débat qui ne nous laisse pas indifférents. Je voudrais souligner le fait qu'il faut éviter l'essentialisation de l'islam comme religion intolérante et violente, en ne reprenant pas à notre compte les définitions qui sont données par les courants les plus extrêmes, que ce travail doit être fait, comme me le disait le ministre adjoint des Affaires étrangères égyptien que j'ai rencontré hier, à la fois par les théologiens et par les intellectuels, de façon à ne pas laisser le monde musulman se faire marginaliser au XXIe siècle. Il n'échappe à personne que la liberté de jugement, l'autonomie individuelle est une caractéristique des sociétés modernes, pas seulement de l'Europe. Regardez l'Asie, regardez le Japon, regardez la Corée du Sud, la Chine maintenant. Ce sont des pays qui développent justement l'esprit de libre examen et qui concilient le respect de l'autonomie de jugement avec la religion, car la religion est un fait dans le monde entier qu'on ne peut pas ignorer. Il faut donc faire aller de pair le respect de la religion et en même temps le souci de donner à chacun une certaine autonomie de jugement. Il ne faut pas que le monde musulman se laisse marginaliser entre l'Europe, les États-Unis, mais maintenant l'Asie, l'Amérique latine qui se développe, elle aussi, demain l'Afrique aussi. Et il est extrêmement important que porteur d'une grande civilisation dont nous sommes conscients, qui a été structurée par une grande religion, le monde musulman ne se laisse pas marginaliser, mais sache, comme disait le général de Gaulle, épouser son temps. Mais encore une fois, c'est une tâche qui incombe principalement aux musulmans.